Alors, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour un 5e AMA avec aujourd'hui Nasty, qui est une ancienne joueuse de CSGO et qui est maintenant coach sur Fortnite. Et ensuite Nice, qui est une joueuse de League of Legends. Bienvenue à vous. Hello. Bonsoir. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de votre parcours et comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à ce travail? Je vais commencer, Nice, si tu veux. Du coup, moi, j'étais donc joueuse sur CS depuis 2008. En gros, je faisais de la compète. Donc sur la partie féminine, en gros, de la ligue qu'on avait sur Counter-Strike. Et ensuite, là, il y a 2 ans, en gros, j'ai un peu pause, on va dire, parce que mes mates, les coéquipiers avec qui je jouais principalement, étaient plus ou moins démotivés ou avaient moins de dispo, donc c'était plus compliqué de continuer. Et du coup, j'étais plus sur le stream en mode tranquillement, et je me suis mise un peu dans Fortnite quand ça a commencé, et c'est comme ça que j'ai été repérée, parce que je donnais aussi encore des cours en fait sur une plateforme en ligne sur CS. Et du coup, ils ont cherché, on va dire, quelqu'un avec l'expérience qui pouvait enseigner un peu voilà le côté expérience des compétitions sur un nouveau jeu qui était de type FPS, et c'est comme ça que j'ai été repérée et que je suis coach d'équipe pro sur Fortnite. Alors, moi, du coup, c'est Nice, j'ai 21 ans. Je joue à League of Legends depuis la saison 5, donc ça fait à peu près 4 ou 5 ans. 4 ans. J'ai toujours été une joueuse de jeux vidéo depuis que j'étais toute petite, mais c'est vrai que League of Legends a été mon premier jeu sur PC, car avant, j'étais plutôt une joueuse de console. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu-là, et c'est pour ça que je l'ai jamais lâché en fait depuis que j'ai commencé. J'ai toujours eu comme objectif d'essayer d'aller le plus loin possible, vu que je suis une personne assez compétitrice. Et du coup, j'avais fait quelques teams. J'ai eu l'expérience de faire une LAN à Madrid. Et du coup, quand il y a eu l'annonce de Women in Games qui a été faite pour leur incubateur afin de promouvoir les femmes dans l'e-sport, j'ai tout de suite été intéressée, car je pense que c'est un excellent moyen en fait de pouvoir comment dire, promouvoir la mixité dans le gaming, car je pense que on est assez en retard en fait sur ce niveau-là dans la communauté gamer. Et du coup, aujourd'hui, je suis une joueuse de l'incubateur. On en est à la fin du coaching, donc on va bientôt potentiellement intégrer une équipe. Et du coup, voilà. Merci pour cette petite présentation. Nasty, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en tant que joueuse? Combien de temps ça a duré, notamment? Oui, bien sûr. Donc déjà, moi, j'étais semi-pro entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été salarié, etc. Mais on était dans des structures qui nous fournissaient avec des sponsors tout ce qui était déplacement, hébergement lors des compétitions. Du coup, attends, tu peux me répéter la question? Je me suis perdue. M'expliquer un peu ton expérience de joueuse. Ok. Et du coup, c'était un jeu à la base où j'ai commencé plus avec des amis, etc. Donc joueurs plutôt d'ailleurs, qui m'ont mis sur ce jeu-là. Et moi, je jouais à d'autres jeux en amont, toute seule, ou pas trop de jeux finalement en multijoueur avant. Et c'est plutôt sur CS, donc que je me suis retrouvée dans les salles réseau. Un petit peu, j'ai découvert un peu ce jeu-là, qui m'a bien plu et sur lequel j'ai voulu tryhard entre guillemets. Et quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres filles entre guillemets, d'autres joueuses, c'est là où je me suis un petit peu encore. Finalement, ça m'a encore plus motivée parce que j'avais ce côté un peu compétitrice. Je veux être la meilleure des filles entre guillemets dans un premier sens, parce que je voulais me confronter à d'autres joueuses qui avaient peut-être le même parcours que moi, qui jouaient depuis peu de temps ou qui étaient pas non plus encore pro. Donc j'avais ce côté j'aimerais quand même être la meilleure des autres filles. Donc c'est comme ça que ça m'a poussé un petit peu à être plus dans la compétition, à jouer un peu plus, etc. Tout en forcément jouant, m'entraînant avec des joueurs. Basiquement parce que forcément ça faisait plus longtemps qu'ils jouaient, donc c'est là aussi où on s'entraînait plus. Et après où j'ai découvert qu'il y avait carrément une scène féminine en fait qui existait, et où il y avait quand même une communauté qui était intéressante, puisque c'était s'entraîner le soir avec 4 autres joueuses qui du coup sur lequel c'était sympa, on avait les mêmes passions,
et se retrouver après le côté aussi en LAN que je connaissais pas vraiment et où il y avait le côté on retrouve des amis, on va partager un moment et on va faire de la compétition ensemble et c'est ça qui m'a toujours boosté au fur et à mesure des années. Plus le côté se dépasser, atteindre un objectif vraiment de se dépasser, de gagner, de remporter des titres et de prouver qu'on peut le faire et c'est ça qui m'a boosté, motivé au fur et à mesure des années. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Ouais. C'est une très bonne expérience quand même. De ton côté, Nisse, tu viens de nous parler que tu as fait partie et que tu en fais toujours partie. C'est du projet de l'incubateur de l'association Women in Game. Est-ce que tu envisageais de devenir joueuse e-sport ou c'était vraiment qu'une passion au départ? Alors, au tout départ, devenir une joueuse e-sport, c'était plus un rêve qu'autre chose, quelque chose qui me faisait rêver, mais que je me voyais pas vraiment en portée d'atteindre. Donc, je dirais qu'au fil du temps, plus je m'améliorais sur le jeu, plus je commençais un petit peu à m'imaginer les choses plus concrètement, mais à la fois, en fait, plus l'écart se resserrait, plus j'avais l'impression que ça devenait plus compliqué. Ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais on réalise plein de choses quand on arrive de plus en plus près du but et c'est vrai que avant l'incubateur, justement, je commençais un petit peu à tourner en rond et à me remettre en question vis-à-vis de ce que je voulais faire avec le jeu. Et c'est pour ça que l'incubateur a un peu tombé à pic pour moi, car c'était pour moi, c'était un peu l'opportunité rêvée et ce qu'il me fallait justement pour euh, pour pouvoir potentiellement devenir une joueuse professionnelle ou semi-professionnelle. D'accord, merci. Alors, tu en as parlé, Nasty, notamment, c'est de tout ce qui est compétition féminine. C'est une question qui revient énormément depuis quelques années maintenant, et je la pose à vous deux notamment. Qu'est-ce que vous pensez des équipes féminines? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez une préférence plutôt pour des équipes mixtes? Comment ça se passe? Nasty, tu en penses quoi, toi? Déjà, je m'excuse si vous entendez un peu des gens derrière. Je suis avec les joueurs qui jouent. Moi, ce que j'en pense par rapport à la scène féminine, pour moi, c'est une question vraiment qui revient depuis 10 ans que je suis quand même sur CS, puisque ça a toujours clivé, enfin, ça a toujours fait gros débat dans les communautés. Mais non, mais pourquoi elles ont enfin, ça c'est pas une question de force. Pourquoi est-ce qu'il y a une scène féminine elles ont les mêmes atouts que les hommes, etc. Donc, je pense vraiment que ça dépend du jeu. Que moi personnellement, j'ai découvert ça sur un jeu comme Counter-Strike qui existe quand même depuis les années 2000 et sur lesquels ça s'est un petit peu. Il y a une scène féminine qui s'est créée au début, je pense, pour bien faire, pour amener, on va dire, des joueuses sur un jeu. Je pense que c'était à la base pour ça. Et après, ça a continué peut-être pas dans la bonne direction, dans le sens où ça a juste clivé et c'est voilà. Les joueuses étaient tranquillement avec leur scène entre guillemets. Voilà, on avait potentiellement aussi pas mal d'avantages, on va pas se mentir. Enfin, forcément, le niveau il est quand même moins élevé que pas forcément, mais je veux dire, il était moins élevé en tout cas sur ce jeu que les tournois mixtes entre guillemets, parce que il y avait moins d'heures entre guillemets d'accumuler, beaucoup d'écart déjà entre quand les joueuses ont commencé à vraiment s'y mettre. Par rapport à des joueurs qui jouaient déjà depuis quelques années, il y avait énormément d'écart et cet écart finalement il s'est toujours un peu plus creusé et on n'a jamais réussi à resserrer et même s'il y a eu, j'ai connu vraiment toutes les étapes vraiment d'équipes pro féminines qui ont essayé de faire des équipes mixtes, de participer à ces tournois mixtes, j'ai vraiment connu tout et ça n'a jamais vraiment refonctionné parce qu'en fait il y a eu trop d'années où la scène féminine a existé à elle seule et où du coup il y a eu tout un confort qui s'est installé dans le sens on est bien, il y a cette scène féminine, ok, la scène mixte. On essaye de temps en temps d'inviter des équipes féminines dans cette scène mixte, mais voilà, il n'y a pas assez d'assez grosses performances pour qu'on en parle ou pour qu'on comme dessus. Donc on reste comme ça clivé. Donc je pense que l'erreur ça a été ça au début, c'est finalement de pas à un moment donné juste s'être servi de ça comme tremplin en mode on essaye de faire ça pour amener des joueuses et leur montrer que c'est un monde aussi qui peut leur appartenir, d'être dans la compétition et qu'elles peuvent y arriver. Mais à un moment donné de peut-être couper les tournois seulement pour les équipes féminines et peut-être plus du coup de forcer les qualifieurs, etc., forcer des équipes féminines à monter aussi leur niveau d'entraînement, leur intensité de jeu, tout simplement pour qu'elles arrivent aussi à donner plus les moyens d'atteindre le top niveau mixte entre guillemets, donc que tout le monde peut atteindre avec les mêmes compétences.
Quand je vois des jeux maintenant comme Fortnite, etc., bon, clairement, on voit qu'il n'y a pas d'équipe féminine entre guillemets qui sont avec une scène féminine, voilà. Et que du coup, moi, les quelques équipes que j'ai connues, c'était par exemple avec Mélie, etc., qui étaient joueuses dans une équipe squad mixte et qui ont pu très bien faire de bons résultats lors de compétitions l'année dernière, en gagnant une LAN notamment. Et je trouve que c'est très bien que ça continue comme ça. Potentiellement peut-être faire un tournoi à la limite qui va inviter que des joueuses pour avoir ce côté un petit peu chaud, un petit peu venez s'il vous plaît, regardez ce jeu est sympa, les joueuses n'ayez pas peur, mais après que ça soit juste un tremplin et qu'on s'en serve après pour que les joueuses se disent ah oui ça me plaît, j'ai envie de tryhard et du coup qu'elles jouent peut-être plus avec d'autres joueurs et qu'on reste dans une scène mixte quoi. Je pense que c'est le meilleur compromis et que je pense pas que ce soit une fin en soi de créer une scène féminine quoi, puisque en effet il n'y a pas de différence en fait entre un niveau sur un jeu vidéo entre une joueuse et un joueur. C'est vraiment juste le nombre d'heures qu'on met qui fait la différence. Et c'est souvent ça qu'on confond. C'est genre oui, une fille c'est nul au jeu vidéo, mais forcément parce qu'elle il y a peut-être moins d'envie ou moins de tryhard, elle a passé peut-être qu'une heure ou deux par jour, alors que souvent un joueur va s'en donner vraiment 10 heures par jour en fait. Clairement, c'est cette différence d'heures et d'entraînement qui va faire la différence tout simplement. Merci Nasty. Et Nice, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères des équipes féminines ou des équipes mixtes? Pour toi, c'est quoi? Alors, à l'inverse du coup d'expérience de Nasty avec CSGO, sur League of Legends, il n'y a jamais eu de scène féminine organisée par Riot Games directement. Donc en fait, dès le début, il n'y a eu qu'une seule scène sur League of Legends, donc qui était ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Après, c'est vrai que des femmes, on en a vraiment quasiment pas vu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, c'est bien car on n'a pas mis les femmes et les hommes d'un côté, mais de l'autre, les femmes, elles n'ont pas vraiment non plus été invitées sur cette scène, ce qui fait que les femmes sur League of Legends ont très peu fait parler d'elles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus justement d'équipes féminines, de tournois féminins, on a même des ligues féminines qui se créent pour essayer d'un peu sortir les femmes de leur trou et pour que elles puissent se montrer elles aussi, car surtout que maintenant, la communauté League of Legends est tellement grande et il y a tellement de bons joueurs que c'est très très dur maintenant pour une femme, encore plus qu'avant, de pouvoir faire parler d'elle tout simplement. Donc moi, je pense que la scène féminine en soi et les équipes exclusivement féminines, ça peut être une solution sur le court terme où du coup, c'est bien dans un premier temps de donner de la visibilité aux femmes pour qu'elles puissent voir qu'elles aussi, elles ont leur place ici. Après, à long terme, je pense que ça serait pas vraiment positif ou productif, car du coup, on n'y est pas encore sur LoL, mais je pense que ça ferait comme CSGO dans le sens où si on met deux scènes différentes, l'écart il va juste se creuser au fil du temps, et au final, je sais pas, je pense pas que les femmes se sentiront si bien que ça dans la communauté, car elles seront juste entre elles en fait, et elles pourront. Je pense que ça sera encore plus difficile en fait que maintenant de se dire qu'on peut potentiellement rentrer dans la scène mixte. En tout cas, merci beaucoup. On a une autre question du coup. Sur votre parcours notamment, est-ce que vous avez déjà vécu des mauvaises expériences dans ce milieu du fait que vous soyez une femme? Nice, Nasty, je sais pas qui veut commencer. Est-ce que l'une veut prendre la parole en premier? Je peux commencer. Alors, moi, j'ai eu, je pense comme beaucoup de femmes, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, notamment en ligne. Après, je pense que les joueurs, quand ils sont derrière un écran et qu'il y a cette part d'anonymat et qu'ils ne voient pas ou n'entendent pas la personne à qui ils s'adressent, quand ils vont pouvoir deviner grâce à un pseudo ou à un style de champion qu'il s'agit d'une fille, ils vont avoir en fait l'insulte très, très facile, dans le sens où je sais pas comment ça a été instauré, les clichés, car quand je suis arrivée sur la communauté gaming, ils étaient déjà bien ancrés. Donc je ne sais pas comment c'est arrivé, mais maintenant que c'est là en fait, c'est presque normal, tandis que ça devrait pas l'être pour les gens d'insulter une fille en game, et même pour
pour les autres joueurs qui sont aussi dans la partie et qui voient ça, bah pour eux, il n'y a rien de choquant qu'une femme se fasse insulter parce que c'est une femme. Donc, des mauvaises expériences, en fait, pour moi, il s'agissait en fait que soit je ne sois pas d'accord avec un membre de mon équipe ou que j'ai une mauvaise game comme beaucoup de gens, ce qui peut arriver. Eh bien, en fait, il suffisait de peu de choses en fait pour se faire insulter. Après, comme je l'ai dit, c'était vraiment, en général, ça arrive vraiment, dans mon cas en tout cas, quand c'est en partie avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui du coup ne nous voient pas ou ne nous entend pas. Après, quand c'est en LAN ou quand il y a un vocal, ça arrive beaucoup moins. Enfin, moi, de mon côté, ça ne m'est pas arrivé et je pense que c'est plus délicat à arriver car je pense que les personnes ont déjà plus de respect pour la personne quand ils l'entendent ou quand ils la voient parce qu'ils prennent conscience en fait que c'est pas parce qu'on voit pas les gens et qu'ils sont derrière leur écran qu'on peut leur parler n'importe comment et que on peut dire tout ce qu'on veut. Donc voilà. Merci. Nasty, quelque chose à dire peut-être? Donc c'était sur les expériences entre guillemets plus ou moins bien vécues en tant que joueuse, c'est ça? Tout à fait. Ok. Je pense que ça dépend aussi des styles de communauté de jeu. Peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins toxiques ou où la critique vient plus facilement et malheureusement je pense que League of Legends clairement ça arrive souvent, Counter-Strike aussi. Je pense qu'il y a d'autres styles de jeu, je pense notamment à WoW, ce genre de jeu un peu plus tranquille où les gens sont quand même peut-être soit plus matures, où il y a quand même une façon de penser différente et où clairement je pense que s'il y a un raid qui se fait ou quelque chose qui se monte, que quelqu'un entend votre voix féminine, on va pas se prendre des critiques aussi violentes si jamais il y a un ratage dans un boss ou ce genre de choses. Donc je pense que ça dépend aussi peut-être de la maturité de la communauté entre guillemets des gens qui jouent à ce jeu. Mais clairement moi personnellement sur Counter, je pense que on n'est pas obligé de parler quand on fait quand on fait des games un peu compétitives, on n'est pas toujours obligé de parler, je trouve. Mais ça pousse juste. Je trouve on peut se permettre juste de faire des actions dans le match sans devoir dire trop d'infos, mais du coup ça pousse pas à dire de la communication et on va dire que du coup j'essaie de réfléchir en même temps, mais je pense qu'en tant que fille du coup on va plus se brider justement pour éviter la critique, pour éviter de entre guillemets attirer une haine facile ou quoi. Donc moi je sais que personnellement à chaque fois que je faisais des matchs comme ça avec des gens que je connaissais pas, je préférais pas parler. Et si jamais je parlais pas, du coup dans mon pseudo, j'ai évité de montrer que j'étais une fille ou une image. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, j'avoue que je le cachais. Donc quelque part, je pense qu'il y avait un problème. Et après, à un moment donné, quand on monte un petit peu dans le côté un peu plus compétitif, avec un peu plus de niveau, les gens sont moins bêtes entre guillemets et c'est quand même plus ouvert à je sais pas, moi personnellement après j'ai pas eu de mauvaises expériences dans les compétitions ou quand tous nos entraînements se faisaient contre des équipes masculines, donc et la plupart du temps les équipes françaises en tout cas on se prenait pas des critiques, ça arrivait peut-être une fois sur 10, une fois sur 20 même où il y avait un petit rigolo qui s'amusait à dire des trucs, mais sinon globalement on se faisait respecter. Donc je pense que ça arrive quand sur des serveurs où il y a des jeunes gens et qui sont en mode troll en fait et qui vont se permettre de dire des choses, mais je dirais que c'est plus dû aux communautés et de mon expérience, j'en ai pas si mal vécu. Je pense que j'ai eu de la chance, ça m'a pas traumatisé. Merci. Pour revenir vite fait, c'est vrai que dans mon cas, j'ai parlé de mon expérience unique parce que, comme je l'avais dit précédemment, sur ordinateur, je ne joue qu'à League of Legends. Mais c'est vrai que pour avoir joué un petit peu à d'autres jeux, notamment les MMORPG, c'est vrai que la communauté est complètement différente, je dirais, des MOBA. Donc, je suis d'accord sur le fait que ça dépend des communautés aussi. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question un peu sur tout ce qui est mauvaise expérience ou quoi que ce soit, ce qu'on peut entendre, stéréotypes. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que les femmes ne sont pas assez fortes mentalement pour supporter la pression de ce milieu? Moi je pense que ça dépend pas du sexe, encore une fois. Je connais beaucoup de joueurs qui ont du mal justement à supporter cette pression, soit de la compétition, soit des
soit des critiques aussi que des joueurs peuvent se prendre. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Il suffit d'avoir une voix un peu plus aiguë. Peut-être qu'ils vont se faire moquer. Enfin, donc je pense que ça dépend globalement de la personnalité. Mais après, si la question c'est est-ce que du coup il y a plus de pression sur des joueuses, je sais pas comment était l'angle de la question du coup. C'était à peu près si une femme comme un homme pouvait être dans ce milieu en supportant toute la pression qu'il y a derrière. Donc oui, est-ce que c'est possible de supporter toute cette pression Bah moi non, je pense pas que ce soit particulièrement quelque chose qui est lié aux joueuses, mais je sais pas, après peut-être Nissa t'as une autre idée. Moi, je te rejoins un peu dans le sens où ça dépend pas forcément du sexe de la personne, dans le sens où il y a des femmes très fortes psychologiquement et mentalement qui pourront supporter la pression, d'autres non. Mais c'est pareil chez les hommes. Même si même s'il y a peut-être moins de pression chez les hommes, car ils sont pas aussi le fait d'avoir quelque chose à prouver parce qu'ils sont des hommes contrairement aux femmes. Ils ont aussi beaucoup de pression en tant que joueurs et d'autres arrivent très bien à le gérer, tandis que certains n'y arrivent pas tout simplement. Donc ouais, je pense que c'est plus une question de la personne en fait, tout simplement. Ça s'applique au cas par cas en fonction de si la personne peut gérer la pression ou pas. Je pense pas que ça a à voir vraiment avec le sexe, même si du coup pour moi c'est plus dur à gérer en tant que femme, car on est vraiment jugé sur beaucoup plus de choses que les hommes. Bon bah merci beaucoup. Ensuite, question très basique, hein, puisqu'il y a l'e-sport, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué de vivre de l'e-sport. Donc on a une question, c'est est-ce que vous travaillez à côté et si oui, comment vous faites pour concilier travail et e-sport? Nasty? Je crois que nous avons perdu Nasty. Nisse, est-ce que tu peux répondre? Oui, pardon, non, désolé. C'est bon désolé. Okay. Oui, je suis désolée. Donc oui, en fait, pour ma part, c'est comme je disais, en tant que joueuse, j'étais semi-pro et là, en tant que coach, je suis salariée, donc c'est mon travail. Donc je concilie mon travail avec clairement avec ce que je fais, puisque c'est ma passion et je fais les deux du coup. Nisse, pour toi, c'est comment? Alors, dans mon cas, là, actuellement, je ne travaille pas. J'ai souvent, par contre, travaillé dans différentes choses tout en étant joueuse. Donc, je pense, bon, après, ça dépend hein, du travail qu'on a. Il y a certains travails où c'est beaucoup plus difficile d'être disponible que d'autres. Mais sinon, je pense que c'est gérable, en fait, avec de l'organisation. Après, bien sûr, il y aura certaines concessions, mais comme dans n'importe quelle passion, si on a une passion, un travail à côté, euh, on aura forcément, par exemple, moins de temps à passer à sortir avec ses amis ou voir sa famille, par exemple. Donc, je pense que ça marche un peu comme dans n'importe quelle passion. Si ça nous passionne vraiment, en général, on trouvera toujours le temps pour s'y consacrer. Et pour ma part, pour rebondir sur le sujet, quand je jouais en équipe, donc sur CS, j'avais des mates qui travaillaient dans divers corps de métier, que ce soit infirmière ou hôtesse de l'air. Enfin, vraiment, j'ai eu tous les métiers les plus compliqués à adapter en termes de disponibilité, mais on arrivait toujours à s'adapter justement à partir du moment où on fait un planning avec souvent c'était des horaires du coup du soir, donc c'est entre guillemets entre quelqu'un qui va regarder un film de 20h30 à minuit. Bon bah là, ce sera des horaires sur lesquels on va jouer pour s'entraîner par exemple. Mais sinon, ça c'était globalement voilà en soirée dans la semaine et le week-end quand on pouvait quoi. Mais après c'était voilà et des jours de prix potentiellement pour les compétitions. C'était plutôt comme ça que s'organisait le jeu avec le travail quoi. D'accord, merci. Du coup, Nasty, tu étais une ancienne joueuse. Aujourd'hui, tu es devenue coach professionnel. Pour toi, comment on peut devenir coach? Quelles sont les qualités et les compétences qu'il faut avoir?
Je pense que je me suis pas déjà prédestinée coach. C'est vraiment, ça s'est fait un peu comme ça, naturellement, dans le sens où j'étais capitaine et leader de mes équipes, on va dire sur CS. Du coup, j'ai appris au fil du temps à gérer certains points qui sont finalement utiles en tant que coach, et notamment tout ce qui était gestion d'équipe, des cas, des soucis, voilà, tout ce qui est diplomatie, et puis même après toutes les façons d'inculquer, on va dire, des connaissances à tout le monde, vraiment optimiser. Du coup, comme je l'ai dit, il n'y avait pas qui avaient des jobs qui étaient souvent compliqués en termes de dispo. Donc c'était moi qui étais là à réfléchir. Bon, alors tel jour on va faire tel horaire, pour que la stratégie soit la plus efficace. On va faire ce soir que cette map avec que cette stratégie, etc. Donc je gérais déjà tout le côté, on va dire, planning et organisation, gestion, pour avoir les meilleures performances en moins de temps possible. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve en fait en tant que coach pour avoir les meilleures performances avec des joueurs. Que ce soit, on va dire, optimisé chaque fois au niveau des entraînements, qu'il n'y ait pas 10 heures de fête d'un style d'exercice qui finalement n'aura aucun effet. Et après, sur la gestion interne aussi, avoir un minimum, s'exprimer correctement pour qu'on se fasse respecter aussi. C'est-à-dire que si je me laisse faire entre guillemets par les joueurs, ils vont zéro m'écouter. Donc, il faut avoir quand même un minimum de de personnalité aussi, entre guillemets, pour vraiment que les joueurs comprennent ce qu'on veut dire, qu'ils comprennent aussi qu'on connaît le jeu. C'est-à-dire que faut que je leur montre aussi que voilà, de quoi je parle, ça leur parle. Je leur montre des choses nouvelles, des choses qu'ils connaissent pas. Il faut qu'ils aient vraiment ce côté-là qui va les intéresser et se dire ah oui, on a besoin d'un coach, parce que souvent ce que j'entends dans d'autres équipes, et c'est notamment sur un jeu comme ça où les joueurs sont très très jeunes, c'est non mais moi j'ai pas besoin. Ils ont tellement d'ego, c'est non moi j'ai pas besoin de coach. Je joue très bien tout seul. Alors que ils comprennent pas qu'un coach ça apporte quoi qu'il arrive. On va pas les forcer à faire ce move-là, cette stratégie-là. Ça va être de la proposition. Donc c'est soit ils prennent pas, mais ce sera toujours plus bénéfique que d'être tout seul. Et souvent ils ont l'impression que on va les forcer à faire des choses. Et du coup voilà, c'est faire comprendre un petit peu tout ça, que l'optimisation, ouais, je dirais diplomatie et rigueur un minimum, et organisation pour avoir des bonnes qualités de coach, je dirais. Voilà. Ah, merci. Et Lise, de ton côté, quelles compétences il faut avoir et quelles qualités aussi pour devenir joueuse professionnelle? Alors déjà, je dirais que il faut pouvoir accepter la critique et se remettre en question. Je pense que c'est quelque chose de très important si on veut avancer, car en tant que joueur, on sera toujours à la recherche en fait de s'améliorer, de pouvoir utiliser son potentiel au maximum. Et du coup, pour cela, il faut être capable de se remettre en question tout simplement pour pouvoir progresser. Ensuite, je pense que il y a une question de respect envers les autres et d'ouverture d'esprit et de communication, car tout ça, en fait, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, car dans le cas de beaucoup de jeux, notamment League of Legends, c'est des jeux d'équipe. Donc, si chacun joue de son côté, ça sera compliqué. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que, en général, les équipes regardent beaucoup et prennent comme critère qu'une personne sache jouer en équipe et écouter les autres et n'en fait pas seulement à sa tête. Donc, je dirais qu'il y a tout ça. Puis aussi, évidemment, savoir gérer son stress, car on a beaucoup de pression. Si on joue à niveau professionnel, forcément, nos games elles vont être regardées par beaucoup de personnes. Donc, il y a toute cette sorte de pression qui se crée et qu'il faudra savoir gérer. Merci. Nous avons une question de la part de Edge qui est en train de nous écouter. Alors, elle pose comme question, c'est sur les écoles e-sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles e-sport en France. Alors, sa question, c'est: pensez-vous qu'il soit judicieux d'entamer une carrière de joueur professionnel en fréquentant les écoles e-sport, et quels seraient les avantages? Nasty? Oui, moi je connais un petit peu, parce que justement l'année dernière on m'a fait beaucoup de propositions dans ce genre d'école en tant que coach, que ce soit sur CS ou Fortnite. Donc je m'étais intéressée à mieux connaître ce type d'établissement et ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils pouvaient proposer. C'est vrai que c'est très dangereux entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui ont compris que
ils ont un très beau discours entre guillemets, donc c'est compliqué de savoir les bonnes écoles et celles qui valent le coup, qui sont sérieuses. Là où je pense que je peux être catégorique, c'est que non, une carrière de joueur pro pour moi, on en sort. Enfin, c'est clairement un mythe si on pense aller dans une école e-sport et être joueur pro. C'est-à-dire que ces écoles, et justement, elles le savent que c'est du pipeau entre guillemets de vendre ça. Donc ils essayent clairement de dire. Ils essayent vraiment de montrer que c'est plus un côté l'univers de l'e-sport dans lequel ils peuvent apprendre des choses. Donc ce sera voilà pour tout ce qui est stream ou travailler dans le milieu de l'e-sport. Mais pour être joueur pro, moi personnellement, j'ai rarement vu des écoles qui vendaient encore de cette façon-là, en mode venez dans notre école, payez 1 000 € par an et vous serez joueur pro. Et je le déconseille à tout le monde puisque ce sera totalement faux. Des professeurs ne pourront jamais vous faire devenir joueur pro. Ça dépend vraiment de votre talent et ce que vous allez faire de l'expérience et des conseils que des coachs vous diront en fait. Donc voilà mon avis sur le sujet. Nice, ton avis là-dessus? En vrai, je suis d'accord avec ce que dit Nassi. Moi, dans mon cas, je me suis jamais énormément intéressée, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient justement allées dans des écoles e-sport et je pense que ceux qui font ces écoles-là, comme l'a dit Nassi, ils ont compris en fait qu'il y avait beaucoup de personnes, surtout les jeunes joueurs qui peuvent avoir du potentiel ou non, mais qui sont qui ont la tête plein de rêves et qui rêvent du coup de devenir joueurs pro. En général, ce sont les personnes les plus naïves car ils sont encore jeunes et du coup les écoles en profitent pour essayer de les amadouer, je dirais, avec un beau discours. Donc après, c'est possible qu'il y ait quelques bonnes écoles, mais on peut pas vraiment savoir avant d'y être allé. Et je pense que c'est un gros risque à prendre pour, au final, pas grand-chose. Car aujourd'hui, tous les joueurs pro qu'on voit, il y en a aucun ou très peu qui sortent d'une école e-sport. Donc, je pense pas que c'est quelque chose de nécessaire. D'accord, merci. Je tiens à préciser pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le channel juste au-dessus du channel vocal qui se nomme Questions Interview. Comme ça, on pourra les poser à nos deux invités. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. On est là jusqu'à 21h, 21h05, puisqu'on a commencé avec 5 minutes de retard. Donc ensuite, nous avons une question pour toi, Nasty. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait d'ouvrir les compétitions Fortnite aux moins de 16 ans? Donc les compétitions online plutôt ou je pense que ça parle des compétitions online, mais c'est vrai qu'il y a certaines lines aussi qui acceptent les moins de 16 ans, a priori. En soi, je suis pas contre. Enfin, je trouve ça intéressant puisque c'est quand même sous réserve d'une autorisation parentale chaque fois. Donc, c'est en LAN. J'imagine les parents sont quand même là pour suivre leur enfant. Et après, sur le côté internet, bon, soit s'il est derrière son PC pour faire une compétition, je pense pas que ce soit trop grave. Après, là où se pose plus le souci, c'est que du coup, c'est des compétitions avec de l'argent, que Fortnite, c'est un jeu qui met beaucoup d'argent, même pour des classements moindres, on finit dans le top 1500, on a de l'argent. Donc, il y a quand même tout ce côté un peu malsain peut-être quand on est très jeune et de lier du coup le côté compétitif avec plutôt, le côté e-sport avec de l'argent plus que voilà de la réussite et de la bonne performance qui moi me dérange plus. Après, je trouve pas ça trop choquant finalement de baisser un petit peu l'âge pour de la compétition tant que c'est suivi par les parents et que voilà, on découvre aussi des nouveaux talents. Souvent, on se rend compte quand même que c'est des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, de performance, de force, on va dire individuelle sur des jeux en plus comme Fortnite qui sont joués par des très jeunes joueurs. C'est pour ça que clairement c'est ouvert à ce type d'âge, mais quand il va y avoir vraiment de nouveau peut-être plus de compétition sur le côté team, c'est-à-dire s'ils vont ressortir les équipes de 3, les équipes de 4, je pense que il y a ces jeunes joueurs qui vont clairement être un peu mis de côté, tout simplement parce que là, il faut se créer quand même un effet de groupe, il faut qu'il y ait quand même une cohésion, que dès qu'il va y avoir des différences trop d'âge, ça va faire des disparités au niveau voilà de la maturité, dans les soirs se retrouver, au niveau de l'ambiance, au niveau de la gestion de la frustration, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, quand le squad va ressortir ou le trio, on va revoir de nouveau, comme ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire qu'on voyait très peu de joueurs en fait en dessous de 16 ans, pas que parce que c'était interdit au moins de 16 ans, mais c'est parce qu'aussi il y avait certaines compétitions déjà qui autorisaient pour peut-être 13 ans, etc.
et on ne voyait pas forcément beaucoup de joueurs parce que il y avait ce côté équipe de 4, etc. Là, pour l'instant, c'est intéressant pour Fortnite parce que c'est du solo, du duo. Mais voilà, mon avis, c'est que c'est pas si mal que ce soit ouvert pour les plus jeunes et juste que quand ce sera plus un jeu d'équipe, je pense que ce sera un peu moins présent et qu'ils devront apprendre un peu plus d'eux-mêmes entre guillemets pour gérer le côté team play et esprit d'équipe qui est souvent difficile à gérer quand on est jeune. Voilà. Merci Nasty. On va passer à la question suivante du coup. Alors, question qui se pose à vous deux. Est-ce que vous avez déjà fait des LAN? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une bonne expérience à refaire? Lisse? Alors, dans mon cas, je n'ai jamais fait de LAN en France. En tant que joueuse, j'en avais fait qu'une seule à Madrid, du coup, car j'avais fait une équipe, enfin, je faisais partie d'une équipe féminine espagnole. J'étais donc allée à la Gamerdy de l'année dernière à Madrid. L'expérience en soi, je pense que c'est super enrichissant. C'est vraiment en fait pas, ça n'a rien à voir en fait avec les expériences qu'on pouvait avoir en ligne où on était chez nous, on était sur notre ordi et juste on jouait comme on pourrait jouer n'importe quelle partie ou n'importe quel autre jeu. Là, c'est vraiment on vit la chose. Euh, on a nos teammates avec qui on a l'habitude de parler tous les jours qui sont là à côté de nous. Je pense que du coup, tout ce qui d'habitude reste assez virtuel prend beaucoup plus de proportions et en vrai, je saurais pas trop comment décrire les sentiments qu'on ressent en ligne, mais je pense que c'est vraiment une expérience incroyable et que c'est quelque chose que tous les joueurs adorent de manière générale. La question, c'était qu'est-ce qu'on a comme expérience de LAN, c'est ça? C'est est-ce que tu as déjà fait des LAN? Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, est-ce que ça a été une bonne expérience pour toi? Okay. Bah, du coup, oui, ça a été une bonne expérience pour moi. Pour ma part, oui, du coup, j'ai déjà fait des LAN. Je pense qu'en plus, souvent, quand on fait une première LAN, c'est un petit peu, enfin, ça arrive souvent que ce soit une petite LAN communautaire qui est proche de sa région, etc. Donc, c'est un côté où c'est quand même moins stressant. Voilà, on y va en mode c'est pour le fun, on n'a pas d'objectif particulier, donc on arrive à profiter plus du côté communautaire, on y va pour s'amuser avec des amis, etc. Donc, je pense que ça permet de déstresser un petit peu sur le côté, voilà, faut être le meilleur, etc. Et en fait, on se rend compte vraiment que c'est un univers très différent. Même si on aime bien rester chez soi à jouer, que ce soit pour faire de la compétition, voilà, et être en vocal avec ses coéquipiers, ses coéquipières et jouer contre d'autres gens, là, c'est vraiment différent. Ses coéquipiers, on va les voir à droite, à gauche. Il va y avoir une belle action de fête, ça va être waouh, bravo, trop bien. Tu te retournes vers elle, tu te tapes dans la main. Enfin, il va y avoir tout ce côté super fun en fait qu'on peut vraiment vivre, le côté adrénaline aussi, c'est-à-dire que même si on a quand même ces sensations là quand on va vivre des clutches, des situations stressantes dans le jeu en pyjama chez soi, là le vivre en LAN avec des gens un peu partout avec du bruit ambiant et avoir ce côté où t'as tout le monde qui est mort dans ton équipe et on compte que sur toi et t'as toute cette pression à gérer et à vivre, au début c'est compliqué et en fait enfin quand on aime bien l'adrénaline et on aime bien les sensations, c'est quelque chose qu'on recherche et c'est pour ça que la plupart des joueurs aiment les LAN, c'est pour vivre ce genre de moment, ce côté où tu gagnes ton round, tu gagnes ton point, tout le monde t'applaudit, tout le monde crie, toi tu cries ou tu veux teinte même l'adversaire un petit peu pour le piquer parce que voilà, tu l'as tué. C'est toutes ces sensations là qui étaient cool en LAN. Et voilà, qui fait que moi personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience en LAN. Que ce soit voilà quand c'était plus amateur et de plus en plus pro avec des compétitions internationales, ça a toujours été un gros kiff de partager avec voilà les gens avec qui tu joues tous les soirs et qui sont tes coéquipiers qui participent à la même team. Moi, je pense que beaucoup de personnes seront du même avis que vous. Hein. C'est vrai que être sur place, c'est quelque chose à voir. Hein. On peut le voir aussi au niveau du public, l'adrénaline qu'il y a. On va ensuite passer du coup sur une question sur les éditeurs, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir des joueurs mais des joueuses, c'est assez crucial. Donc la question c'est, est-ce que vous trouvez que les éditeurs de jeux doivent en faire plus pour pousser les filles à jouer au niveau professionnel ou pas? Lisse? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors,
est-ce que selon vous, les éditeurs doivent faire quelque chose en fait pour pousser les femmes à jouer de plus en plus sur la scène professionnelle? Les éditeurs de jeux, en vrai, je sais pas trop si c'est à eux. Je pense que tout le monde doit y mettre un peu du sien. Donc, bien sûr, si eux, ils ont quelques mesures à prendre pour pouvoir pousser les femmes à se sentir intégrées dans les jeux vidéo, je pense que ça pourrait aider, mais je pense pas qu'à eux tout seuls, ils pourront faire une très très grande différence. Je pense que c'est en fait tous les facteurs de la communauté qui devraient faire des efforts et y mettre du leur pour que les femmes soient pleinement intégrées. Mais après, ça pourrait peut-être aider. Je pense aussi que les éditeurs en général, je suis pas sûre que ce soit leur intérêt ou qu'ils vont trouver. Enfin, je sais pas, c'est mon avis, mais moi, je sais que par exemple pour Epic Games, je pense qu'ils s'en foutent complètement de pousser des joueuses à être plus dans la compétition. À la limite, ce serait plus les utilisateurs, c'est-à-dire après du coup les organisations qui vont proposer des compétitions ou des événements qui vont être plus sur ce côté-là pour introduire plus de joueuses dans le côté compétitif. Parce que du coup, il y aura un intérêt direct, mais Epic, au final, eux, leur stratégie, c'est qu'il y ait le plus de monde qui joue, et on sait très bien que c'est pas focus sur la compétition avant tout, pour l'instant. Donc, pour Epic Games, c'est clair que je pense pas que ce soit vraiment à eux de le faire. Et sur d'autres jeux, je pense que oui, je suis pas sûre que ce soit les éditeurs vraiment qui vont faire cet effort-là. Bon, merci beaucoup. Ensuite, petite question sur tout ce qui est gaming house. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent ensemble et qui vivent ensemble dans des gaming house. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ce système de gaming house? Est-ce que c'est peut-être pas un peu malsain de vivre avec les gens avec qui on travaille? Vous le pensez comment? Vous le ressentez comment? Peut-être que Nasty, toi, tu l'as déjà vécu une gaming house? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tout ça te parle ou pas? Alors non, je l'ai jamais vécu moi-même, mais j'ai été dans des structures qui proposaient ce genre de choses, tout simplement. Enfin, donc je vais expliquer d'abord celle que j'ai connue principalement, c'était Millennium. Donc eux, c'était une salle de bootcamp avec clairement des chambres au-dessus où les joueurs pouvaient aller dormir, etc. Et je sais que moi j'y étais peut-être quelques mois, mais quand on est allé là-bas nous en tant qu'équipe, c'était pour participer au bootcamp. Donc après on était chez nous, on ne vivait pas là-bas. Mais je sais qu'il y avait d'autres joueurs, notamment League of Legends, etc., qui faisaient ce système-là, qui dormaient sur place. Et je sais que, avec le staff, etc., ça s'est finalement très très mal passé. Que, comme tu dis, au final, ça a créé une ambiance assez malsaine entre les gens qui venaient le matin au travail et qui voyaient les joueurs qui allaient se coucher à 10 heures du matin. Enfin, donc il y avait un décalage entre le staff et les joueurs et dans la manière, d'aller manger, se faire à manger dans la cuisine, etc. Il y avait plein de soucis. Et du coup, c'est un modèle qui a pas trop porté ses fruits, et notamment quand je pense aussi à toutes les équipes pro, que ce soit sur CS que je connaissais, donc des équipes masculines, que ce soit G2 à l'époque, Champion VS, enfin toutes les grosses équipes qui ont essayé de faire ce modèle-là où il y avait des gaming house où les joueurs vivaient ensemble et pouvaient jouer, s'entraîner la journée. En fait, ils se sont tous rendus compte que ça a échoué, que les joueurs en fait ils étaient plus forcément dedans, que ça créait une mauvaise dynamique en fait. Donc nous actuellement, par exemple chez MCS, on a quand même une gaming house qu'on appelle, mais en fait on ne met aucun ordinateur. C'est-à-dire que c'est le lieu vraiment pour dormir où on a nos joueurs League of Legends et 2 joueurs Fortnite qui habitent dans une maison en colocation en fait, en peut-être 8 avec un manager. Mais le lieu de travail, c'est là où je suis, c'est des locaux où entre guillemets on va jouer, où ils vont s'entraîner, et le soir quand tu vas rentrer dans cette maison, c'est seulement pour dormir. Du coup déjà ça split le côté gaming entraînement et vie un peu privée où ils vont dormir, chill, etc. Donc ça, je pense que c'est déjà un format qui marche mieux. Parce que déjà il y a aussi la vie privée, parce que quand c'était une gaming house avec plein d'autres joueurs qui font ton quotidien, tu peux pas peut-être sortir, où il y a beaucoup plus de tension du coup parce que c'est toujours l'un sur l'autre, alors que je pense que c'est ça aussi qui faisait souvent les problèmes dans les équipes où il y avait des gaming house. C'est qu'au bout d'un moment en fait il y avait trop de frustration de pas pouvoir voir son entourage, ses amis, et de devoir toujours entre guillemets
vivre avec des joueurs qui participent à une équipe, ok, c'est des amis, mais des fois c'est aussi par affinité et c'est pas non plus votre meilleur ami, la personne qui fait une bonne équipe, surtout à haut niveau. À un moment donné, souvent il y a ce côté où on peut pas jouer qu'avec des amis. C'est souvent lui il est très fort pour ce poste-là, donc on le met là. Lui il est très fort à ce poste-là, donc on le met là. Donc il y a toujours une affinité pour qu'il y ait une synergie, mais ça va pas forcément être la personne avec qui vous avez le plus d'affinité dans la vie, votre meilleur ami. Donc c'est normal qu'il peut y arriver dans la vie en dehors du jeu des conflits parce que voilà, vous n'avez pas plus d'affinité quoi. Donc voilà ce que je dirais sur les gaming house, en tout cas de mon expérience. Merci. Nice, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus? Après, de mon côté, j'ai jamais eu d'expérience ni de gaming house ni de bootcamp. Donc, mon avis sur la question, il est assez abstrait car ça sera plus en fait des témoignages de connaissances à moi qui, du coup, ont été dans des gaming house. En fait, le problème, c'est que c'est assez aléatoire et qu'il y aura des cas où ça marchera, d'autres non. Ça dépend des personnes qui y vivent, ça dépend de chacun en fait, car comme pour les colocations ou n'importe quel domaine qui implique des personnes à cohabiter ensemble, il y aura des personnes avec qui ça pourra ne pas marcher car elles ont pas forcément une bonne hygiène de vie ou elles ont un caractère qui peuvent poser problème avec d'autres personnes. Donc, je pense que déjà, comme la dynastie, peut-être que l'autre format dans lequel elle est actuellement avec une gaming house pour dormir, manger et des locaux pour jouer, ça serait peut-être un peu plus sain. Après, je pense que ça dépend. À niveau professionnel, dans tous les cas, c'est nécessaire pour les joueurs de pouvoir s'entraîner ensemble et de pouvoir former une vraie cohésion. Mais du coup, vivre ensemble et tout le temps être sur le dos, ça peut aussi être assez malsain de mon point de vue. Merci beaucoup de vos avis là-dessus. Nous avons une question de Romain qui nous écoute en ce moment même. Je tiens à préciser pour les nouveaux arrivants que vous avez le channel juste au-dessus pour poser vos questions si vous en avez. Donc la question de Romain, c'est: est-ce que vous sentez une différence dans la manière dont vous êtes jugé selon le cadre du jeu? Par exemple, être jugé dans le cadre d'un entraînement organisé entre plusieurs équipes ou dans le cadre de matchmaking avec des inconnus. Comment ça se passe, Nice? Je dirais que oui, qu'on est jugé différemment. En vrai, ça dépend, mais je pense que oui, car en général, quand on est dans le cadre d'un matchmaking avec des inconnus, comme je l'avais dit tout à l'heure, à partir du moment où les personnes savent qu'on est une fille, dans le cas de League of Legends, je précise, ils auront facilement tendance à troll ou à blame ou à être assez sexiste ou faire des remarques tout simplement. Tandis que dans le cadre d'un entraînement d'équipe ou quoi que ce soit d'autre, je pense que c'est déjà plus délicat en fait de faire des blagues ou d'avoir une attitude incorrecte, je dirais. Donc, je pense que oui, il y a quand même une différence. Je pense aussi qu'il y a une différence. Après, moi personnellement, pour mon expérience en tant que joueuse, on trouvait après les entraînements sur des groupes qui étaient assez fermés. Donc finalement, les équipes qui faisaient partie de ces groupes-là devaient avoir une certaine éthique déjà. Donc si après, par exemple, on reportait que c'était des gens qui étaient en full flame, etc., ils se faisaient jarter de ces groupes. Donc il y avait quand même un minimum de respect de base qui devait se faire par ce biais-là. Et après, sur tout ce qui est équipe qu'on pouvait trouver un peu plus aléatoirement, c'est vrai que ça arrivait moins souvent que lorsqu'on va faire du matchmaking avec des inconnus pour le coup, qui du coup, je sais pas, elles sentent peut-être le côté plus anonyme ou voilà, on sait pas qui est l'autre et du coup on va se permettre de plus dire des choses. Après, j'avoue que moi j'ai toujours eu deux types de comportements, c'est soit ça me saoule direct et je mute, donc je me pose même pas la question et je lis même pas ou j'écoute même pas, c'est j'insta-mute la personne qui va parler comme ça, ou alors je suis plutôt dans un mood un peu plus vénère et où du coup je vais répondre en mode voilà, je vais rentrer dans la provocation et où en fait je vais lui montrer, écoute, déjà tu vas te calmer, je vais te montrer comment on joue et je vais avoir ce côté en mode attends, regarde bien à qui tu parles et où du coup entre guillemets voilà, je vais juste essayer de carry la game et lui dire vas-y, regarde un peu ce que tu dis quoi. Donc finalement je m'en fous un petit peu mais c'est deux types de comportements qui peuvent arriver plus en matchmaking. C'est vrai que
qu'en entraînement où c'est programmé. Donc c'est sûr qu'il y a une petite différence, oui. Merci beaucoup. Une autre question, du coup, et là, je pense que ça va être compliqué ou facile pour vous, je sais pas du tout, c'est quel est votre meilleur souvenir dans la compétition e-sportive? Nice, si tu veux commencer. Je réfléchis. Nasty, peut-être, alors, en attendant que Nice réfléchisse. Moi, je dirais quand même lorsqu'on a gagné en fait la Coupe du Monde. Parce que voilà, c'était le titre qu'on voulait tous atteindre et où du coup on l'a atteint à Paris tout ensemble avec pour moi entre guillemets ma dream team, c'est-à-dire les filles vraiment que je considère encore aujourd'hui comme des amies, où tout était parfait en fait et où on a vécu ça devant un public français, où il y a eu la Marseillaise quand on a gagné, quand on a soulevé la coupe et ça a été une expérience pour moi inoubliable par rapport à cet événement-là et ce qui s'est passé. Voilà, je dirais que c'est ça. C'était en quelle année, du coup? 2014. 2014, fin 2014, ouais. Octobre, novembre, je sais plus. Sur CSGO, du coup. Oui, c'est ça. Ok. Nice, c'est bon ou pas du tout? C'est bon? Non, ça va. Non, mais en fait, du coup, comme j'ai dit, j'ai eu l'expérience que d'une seule LAN, donc j'ai pas eu assez d'expérience pour avoir un souvenir vraiment mémorable. Mais je dirais que du coup, ça serait ma première LAN où vraiment j'ai eu, pour la première fois, entre guillemets, brisé la glace en fait entre ce côté vraiment internet, IVL chez moi derrière mon ordi et du coup rencontrer tout le monde, être à proximité des gens et tout ressentir de manière décuplée. Donc, pour moi, ça serait mon meilleur souvenir. C'est des beaux souvenirs en tout cas. Du coup, suite à la question qu'on avait posée il y a de ça tout à l'heure, quelques minutes, notamment à toi Nastia, on t'avait posé la question de comment devenir coach. On nous a demandé si tu avais des conseils pour améliorer l'esprit d'équipe. Il y a un truc un peu rigolo qui peut être fait si vous êtes vous pouvez vous voir ou enfin qui a voilà possibilité de faire ça sur un week-end ou quoi. C'est tout ce qui est entre guillemets dans le vrai entreprise en fait, c'est tout ce qui est team building, c'est-à-dire faire des activités ensemble, voilà, IRL, c'est-à-dire je sais pas, aller faire des activités que les personnes aiment, donc du kart, du paintball, des escape games, des jeux comme ça qui peuvent créer finalement une synergie, mais dans un contexte totalement différent où il va y avoir un divertissement totalement autre qui va pas du tout parler du jeu. Déjà, ça peut permettre de rapprocher parce que il y aura ce côté atome crochu, on essaye de réfléchir ensemble, on s'amuse ensemble. Et après, sinon, sur le jeu en lui-même, s'il y a juste possibilité de faire des entraînements à distance, je dirais que ça passe beaucoup par la communication en fait. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que des joueurs qui se connaissent peu ou enfin qui sont pas qui sont des joueurs assez individualistes de base ont du mal à avoir un esprit d'équipe, mais quand tu leur expliques un petit peu, on va dire des mots clés, comment parler dans la communication, etc., et qui trouvent du coup plus de facilité, de fluidité à du coup jouer ensemble, parce qu'il y aura cette compréhension plus facile, plus lucide, il n'y a pas besoin d'être, comme je disais à la base de la base, non plus meilleur ami de la vie pour avoir un esprit d'équipe. En fait, c'est souvent parce que les jeux sont très différents ou la façon de jouer, ça va être un gameplay qui est des fois passif chez l'un, agressif chez l'autre. Du coup, quand ils jouent ensemble, ils n'ont pas trop esprit d'équipe parce qu'ils vont se dire mais il joue pas du tout comme moi, je comprends pas, il est nul ou en fait c'est juste un style de jeu différent. Donc déjà, faut que les joueurs aient un minimum conscience de ça pour qu'ils aient un minimum de style de jeu qui soit compatible et après au niveau de la communication qui se comprennent mieux, c'est-à-dire que comme ça il y aura pas de frustration dans le sens mais oui mais je t'avais dit ça et l'autre qui dit non mais j'ai pas compris, forcément du coup l'esprit d'équipe il se split encore plus parce que du coup les gens ne se comprennent pas, donc je pense que ça passe beaucoup par la communication et voilà globalement ce que je dirais. Ah, merci Nasty. Alors, on a eu une question notamment par rapport aux questions d'être une femme dans l'e-sport, etc. Donc là, la personne se posait la question si vous avez eu à des moments l'envie de tout lâcher et si oui, qu'est-ce qui vous a fait tenir dans ce milieu? Nice, peut-être si tu veux commencer. Alors, des fois, des envies de tout lâcher. Oui, ça m'est déjà arrivé et je pense que c'est aussi arrivé à beaucoup de personnes, que ce soit dans le travail ou dans certaines passions. Surtout quand c'est des choses qu'on aime vraiment, plus ça va avoir de l'importance pour nous en fait, plus on va prendre les choses à cœur et plus
on pourrait avoir par exemple tendance à vouloir avoir ces petits moments en fait où on veut un peu tout plaquer quand ça se passe vraiment très très mal. Donc ça m'est déjà arrivé. Après, ça avait vraiment rien à voir avec le fait que j'étais une femme dans les jeux vidéo. C'était vraiment parallèle à ça. Et ce qui m'a fait tenir, je pense que c'est la passion, encore une fois, car quand on aime vraiment quelque chose, on tient le coup et on a quand même envie de se battre et d'accomplir ses rêves. Du coup, voilà. Ouais, je trouve aussi la question assez intéressante. Personnellement, oui, j'ai déjà voulu aussi tout arrêter. Et pareil, c'était pas lié au fait que je sois une joueuse ou du coup que j'aurais reçu des critiques ou quoi que ce soit. C'est plus au côté, en fait, mais ça arrive à n'importe quel joueur dans la compétition, un peu injustice ou déception par rapport à voilà des équipes, c'est-à-dire qu'au moment où soit on va se faire kick, soit voilà des joueurs, enfin une équipe s'arrête, il y a ce côté-là qui est extrêmement dur. Le contre-coup peut être super violent quand on met beaucoup d'investissement, on sacrifie beaucoup de choses dans la compétition du jeu, et quand ce genre de choses arrive, c'est toujours très dur. Personnellement, il y a ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il y a une fois où vraiment j'avais envie de tout arrêter en me disant, enfin j'ai plus la force en fait de recommencer ou de retrouver des gens ou voilà de continuer un peu la compétition, et parce que voilà j'y croyais plus trop qu'on arriverait à recréer un projet intéressant. Et en fait en fait j'ai eu un comportement un peu bizarre. Du coup je me suis dit bon, j'en ai marre de la France, et du coup j'ai joué avec des joueuses internationales en mode vas-y c'est bon, ça a saoulé. Et du coup j'ai fait ça quelques temps, ça m'a permis un peu de voir un angle différent, de voir un jeu différent. En fait, ça m'a un peu rafraîchi tout ce côté-là. Je continuais quand même ma passion, donc mais d'une façon différente. Et j'ai eu aussi une autre fois où du coup, je me suis dit pareil, je vais continuer CS, mais du coup en équipe mixte pour le coup. Pareil, c'était un projet du coup pour moi différent, et je me disais voilà, au moins j'aurais pas ces soucis-là. Ça me motive quand même parce que j'ai joué avec des gens forts. Et au final, après au bout d'un moment, je suis toujours retournée quand même vers le côté équipe féminine, parce que voilà. C'est quand même finalement l'essence de ce qui me plaisait, retrouver voilà côté compétition contre des joueuses et avec des joueuses, donc voilà. Mais quelquefois où ça m'est arrivé, c'était plus lié, on va dire, à des soucis internes de team, plus que des injustices liées au sexe, quoi. Ah, merci. Ouais, c'est bientôt l'heure de se quitter, donc n'hésitez surtout pas maintenant, si vous voulez poser des questions à nos invités. En attendant, est-ce que vous avez un petit dernier mot à nous dire, peut-être si vous avez des choses à nous faire savoir? Lise, Nasty, je sais pas qui veut commencer. Je sais pas. Je suis pas inspirée. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire. Après, je dirais, je m'adresse surtout aux femmes qui jouent à des jeux vidéo, même si la communauté n'est pas encore très très ouverte, et encore, je pense qu'il y a du progrès comparé aux dernières années. Même si la communauté n'est pas la plus ouverte d'esprit, on a notre place ici. Et le niveau, on l'a, les capacités, on l'a. Et c'est pas parce que du coup, il y a quelques clichés bien ancrés qui font que ils disent que certaines personnes disent qu'on n'a pas notre place dans les jeux vidéo, qu'on ne l'a pas. Donc, faut pas abandonner, faut pas lâcher. Et si vous aimez quelque chose, juste faites-le. Voilà. Merci. Je pense aussi qu'il faut avoir un minimum c'est comme on l'a dit un petit peu, mais c'est vrai, de force mentale. Mais si jamais, même si des personnes sont un peu plus sensibles ou quoi que ce soit, ça ne doit pas les empêcher non plus d'essayer de rentrer dans ce monde de l'e-sport tout simplement, et de représenter après les divers sections que ça peut être en tant que joueuse ou dans du staff ou peu importe, dans une structure à toutes les échelles dans l'e-sport. C'est super intéressant. On a encore besoin d'être représenté par une communauté plus féminine. Et je dirais que si jamais voilà, il y a ce genre de critique qui vient à tout niveau, ou des choses déplaisantes ou irrespectueuses, c'est vraiment l'ignorance, vraiment passer au-dessus, plus que se sentir directement touché. Donc je pense qu'il faut vraiment passer au-dessus de ça, et en fait à un moment donné ça touche plus du tout, et on peut vraiment vivre cette passion comme on peut, enfin tout à fait normalement en fait, sans se dire ah oui mais je vais me recevoir un pic, ah oui mais j'ai peur de cette visibilité parce que je vais me recevoir une critique. Enfin, à un moment donné, ça va passer vraiment au-dessus, et on sera juste reconnu par votre talent en fait, et par ce que vous ferez en termes d'action.
Et c'est pour ça que ça doit pas vous arrêter. Merci beaucoup. On a une dernière petite question de la part de Edge avant de se quitter ce soir. Pour vous deux, est-ce que vous avez des jeux que vous préférez au niveau de l'e-sport? À regarder ou Alors, je n'ai pas la précision? Je n'ai pas de précision, tout à fait. Donc, je présume que c'est à regarder. Après, si tu préfères y jouer, peu importe. C'est comme tu le sens, toi. Moi, j'avoue que du coup, ça reste quand même Counter-Strike. Enfin voilà, Counter-Strike, j'irai à regarder, à jouer, et après, voilà, en deuxième, je dirais quand même Fortnite parce que forcément, par mon métier, je dois m'intéresser, me tenir à jour chaque fois des résultats, des compositions, des nouveaux moves, toute une méta. Donc, je le fais aussi parce que je travaille dedans. Mais c'est vrai que en termes de passion, de cœur, pour moi, ça reste quand même un jeu e-sport qui est super bien développé et super intéressant en termes de spectacle encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Moi, ça serait du coup League of Legends, vu que c'est le jeu auquel je joue. Ça a été mon premier jeu sur PC et comme c'est le jeu qui m'inspire et que j'aime vraiment, forcément, c'est le jeu que j'aime le plus regarder. Merci beaucoup d'avoir répondu aux nombreuses questions ce soir et d'être resté toute cette heure avec nous. Merci à vous aussi, le public, d'avoir écouté tout au long de l'heure les réponses de nos deux invités. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à leur poser. Je pense qu'elles sont assez disponibles. Par quel moyen de communication, je ne sais pas. Nasty, Nisseux, est-ce que vous avez des communications pour répondre à certaines questions ou pas du tout? Moi, potentiellement par MP Twitter, je pense. Pareil, MP Twitter. Bon, voilà. Donc, vous savez comment les contacter. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Merci à toi et merci à vous tous. Ciao, ciao. Merci.